Est-ce que vous m'entendez tous? Oui? Non? Alors bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas qui vous a puni pour vous mettre le quantique après le déjeuner, mais ça vous d'ailleurs ça pique un peu parfois. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, parmi les meilleurs développeurs cénomarins, pour évoquer un sujet qui me passionne, qui est disruptif et qui va, je pense, marquer l'informatique dans les années à venir. C'est un peu éclipsé en ce moment par l'IA, mais voilà, c'est quand même au cœur de la stratégie de communication et d'investissement de nos gouvernements. C'est l'informatique quantique. Alors, un petit disclaimer quand même, cette présentation est très didactique, elle est très surfacique. S'il y a des physiciens et des mathématiciens dans la salle, ne jetez pas les chaises. On va forcément sacrifier un peu de rigueur au profit du pragmatisme. C'est quelque chose que je crois nécessaire pour ce type de présentation. Pour autant, vous verrez qu'il y a des moments où voilà, il y a un petit peu de maths, un petit peu de représentation, donc ce n'est pas nécessaire à la compréhension, mais voilà, c'est parfois un peu complexe. Je vous propose qu'on aborde ce thème en citant un petit rappel sur les grands principes de la mécanique quantique pour qu'on établisse un champ lexical commun pour qu'on puisse au moins appréhender les bonnes bases, les bons principes. On verra pourquoi c'est important de mêler le quantique et l'informatique. Ce n'est pas un mariage qui, de prime abord, semble naturel. Qu'est-ce qu'un qubit? Comment on les crée? Comment on les manipule? Comment on peut les représenter? À quoi ressemblent les premiers ordinateurs quantiques? À quoi ça sert aujourd'hui? Comment on peut les utiliser? Et on fera un focus sur une typologie d'ordinateur quantique bien particulier qu'on appelle les annihileurs, l'annealing quantique. Et puis on verra comment une mutuelle française, la Matmut, utilise le calcul quantique. En tout cas, commence à utiliser le calcul quantique. Et on essaiera d'illustrer ça par un cas d'usage un peu concret. Alors, on va essayer d'aller vite parce que c'est un sujet complexe et 40 minutes, c'est challenging quand même. Alors, quelques grands principes. Alors, ça va être, encore une fois, on va survoler. C'est pas quelque chose, c'est pas une conférence en mécanique quantique, mais il y a quelques notions qu'il faut appréhender si on veut pouvoir toucher du doigt comment fonctionnent les ordinateurs quantiques aujourd'hui. La première notion, c'est la notion de quantification. On a l'habitude, à notre échelle, que les grandeurs varient de façon continue. À l'échelle atomique, à l'échelle quantique, c'est un peu différent. Parfois, les valeurs sont discrétisées, c'est-à-dire qu'elles n'évoluent pas de façon continue. L'exemple le plus probant, ou l'illustration qui est ici, c'est le modèle de l'atome de Bohr avec un noyau et puis des électrons qui tournent sur des orbitales qui correspondent à des niveaux d'énergie. Et ces orbitales, quand un électron veut changer son orbital, il ne le fait pas de façon continue. Il saute l'orbital. Si on devait faire une analogie, un satellite aujourd'hui qui orbiterait autour de la Terre, il aurait une altitude. S'il devait changer d'altitude, il ferait un saut. Voilà. Il ne ferait pas une évolution, je dirais, continue d'une altitude A à une altitude B. Donc ça, c'est une notion à avoir en tête. Les valeurs sont discrétisées à l'échelle atomique. Autre notion, le principe de superposition. À notre échelle, encore une fois, on a l'habitude d'attribuer des valeurs bien déterminées, des caractéristiques bien déterminées aux objets. À l'échelle quantique, c'est un peu différent. Il y a une forme d'abandon du déterminisme. Tant qu'on n'a pas mesuré les choses, eh bien, on ne sait pas exactement quelles sont les caractéristiques. C'est pire que ça. La mécanique quantique nous dit que les particules élémentaires peuvent prendre plusieurs états, plusieurs valeurs en même temps. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Typiquement, une particule peut être ici et là. J'utilise bien le « et » à bon escient. Elle est aux deux endroits à la fois. Alors, en vrai, c'est une traduction, une interprétation mathématique. Il y a une probabilité de présence dans un volume donné. Mais cette caractéristique, elle peut se retrouver également pour une vitesse. Alors, ce sont des grandeurs arbitraires, mais un électron peut se déplacer à deux vitesses en même temps. Et tant qu'on n'a pas mesuré la vitesse de l'électron, il est à la fois à 1000 km par seconde et 2000 km par seconde. Alors, c'est un principe qui est un peu qui nous heurte. La logique macroscopique qu'on expérimente à tous les jours nous indique tout le contraire. Mais à l'échelle atomique, c'est un peu différent. Si on prend un exemple macroscopique, prenons l'exemple d'une pièce de monnaie, c'est un peu moins glauque que le chat de Schrödinger, pour ceux qui connaissent un peu. Si on joue à pile ou face, qu'on lance la pièce et qu'on laisse la main fermée, c'est une pièce qui respecte les principes de la mécanique quantique, et bien tant qu'on n'a pas ouvert la main, la pièce est dans les deux états, pile et face, de façon superposée. Alors pour faire face à cette bizarrerie, les scientifiques ont inventé une notation qu'on appelle le ket. Et dans le cas précis qu'on vient d'évoquer, ket pièce, qui est l'état de la pièce, eh bien c'est la somme de ket pile et ket face. Ket pile plus ket face. Et si on réitère cette expérimentation avec un dé et qu'on le lance à l'aveugle, tant qu'on n'a pas mesuré l'état du dé, qu'on n'a pas regardé, eh bien son état est 4D égale à la somme de i égale à 1 à 6 des 4i, i représentant chacune des 6 faces du dé. Un autre principe, donc un autre principe, si on
on extrapose ce principe-là à la vitesse de l'électron, et bien la vitesse de mon électron devient 4V égale 4000 plus 4 2000, si on reprend l'exemple précédent. Alors depuis tout à l'heure, vous m'entendez dire, tant que je n'ai pas mesuré, tant que je n'ai pas regardé, qu'est-ce que ça signifie la mesure à l'échelle quantique? Eh bien la mesure, elle intervient à l'échelle quantique d'une façon qui heurte encore une fois notre compréhension de nos échelles macroscopiques. Le fait de mesurer un objet à l'échelle quantique fixe certaines valeurs. Si je reprends mon électron qui a les deux valeurs à la fois, le fait de mesurer en laboratoire sa vitesse fixe la vitesse de l'électron, c'est-à-dire qu'il choisit une des deux vitesses sur laquelle il va s'arrêter. C'est ce qu'on appelle l'effondrement quantique, la réduction des états propres. Et en gros, à chaque fois qu'on va mesurer un électron, il va s'arrêter sur une des deux vitesses prédéterminées, 1000 ou 2000. Pas les autres, on rappelle, il y a une quantification. Il va choisir une des deux vitesses. Et si on réitère cette expérimentation avec n électrons, eh bien on aura n sur 2 électrons qui choisiront la première vitesse, n sur 2 qui choisiront la seconde. Et il n'y a aucune façon d'anticiper, de prévoir sur quelle vitesse l'électron va s'arrêter. On peut influencer son état pour qu'au moment de la mesure, au moment de l'effondrement, il ait plus de probabilité de s'arrêter sur l'une ou l'autre des deux valeurs. Mais c'est probabiliste. Le dernier sujet sur lequel je voudrais revenir sur la mécanique quantique, c'est un phénomène qui est qui porte un terme un peu barbare, c'est l'intrication quantique. Alors, encore une fois, un des principes les plus communément acceptés dans la physique, c'est le principe de localité. On n'influence que notre environnement local, direct, à proximité. À l'échelle quantique, c'est un peu différent. Cette assertion, elle se fissure parce que si on fait interagir des particules entre elles, elles gardent un lien à l'échelle quantique qui franchit les distances. Et donc, si on reprend notre exemple de la pièce et qu'on prend deux joueurs, il y a l'expérience de vie macroscopique. Si les deux joueurs lancent la pièce en même temps, il y a peu de chances que l'expérience de l'un influence l'expérience de l'autre. Pour autant, à l'échelle quantique, si nos pièces respectent les principes de la mécanique quantique, si on a intriqué ces deux pièces entre elles, le premier joueur va lancer la pièce, le second joueur va lancer la pièce, le premier joueur va ouvrir sa main et mesurer l'état quantique de la pièce, le second ne le fait pas, il ne mesure pas. Le fait de mesurer l'état quantique de la première pièce détermine instantanément et automatiquement l'état de la seconde. On n'a pas besoin de mesurer la seconde pièce pour comprendre quel est son état quantique. Et ça, quelle que soit la distance, on peut mettre les deux joueurs et on peut mettre le deuxième joueur sur la Lune, ça ne changera rien, c'est instantané. Et ça a alimenté les débats entre deux des plus grands physiciens pendant presque 40 ans, entre Einstein et Niels Bohr. Et c'est un physicien français qui a arbitré d'ailleurs le débat à la fin des années 70, c'est Alain Aspect qui a obtenu pour une série d'expérimentations à la fin des années 70, comme je l'évoquais, sur la polarisation des photons, qui a prouvé que l'intrication était réelle. Et donc c'est Niels Bohr qui avait raison, Einstein avait tort. Et donc c'est sur ces principes-là que l'informatique quantique commence à voir le jour. Alors pourquoi, au regard de ces bizarreries microscopiques, nanoscopiques, pourquoi il paraît, ça semble être une bonne idée finalement de mêler quelque chose de très déterministe, de très cartésien, très mathématique, avec un truc où on ne mesure pas trop un peu le sujet, c'est probabiliste, on n'arrive pas trop à mesurer. Et bien c'est au début des années 80 qu'un physicien américain, Richard Feynman, c'est lui qui a commencé à évoquer le fait que pour simuler les process naturels, eh bien, il nous faudrait un ordinateur de même nature, un ordinateur quantique. Et puis il avait anticipé le fait qu'assez vite, l'informatique traditionnelle se heurterait à des problématiques qu'elle ne sait pas résoudre dans des temps contraints. Alors cette idée, elle a germé dans la tête des scientifiques pendant presque 30 ans, 40 ans, sans pour autant émerger sur le plan opérationnel, parce que les défis technologiques étaient bien trop vastes. À l'époque, créer un ordinateur quantique, c'était absolument inenvisageable. Et puis, les progrès sur les semi-conducteurs, sur l'électronique, ont révolutionné l'informatique, révolutionné nos économies, l'industrie, nos sociétés. Finalement, il n'y avait pas vraiment d'urgence à développer ce cas d'usage. Mais pour autant, les scientifiques, les mathématiciens et les informaticiens ont commencé à se dire qu'ils allaient devoir s'intéresser à la classification des problèmes, à mesurer finalement la complexité des problèmes, la complexité des algorithmes pour résoudre ces problèmes. Et je rappelle la complexité, normalement vous l'avez tous déjà traversé dans vos études. Alors, elle est dotée grand taux de f de n, avec n la taille du problème en entrée, et globalement c'est la quantité d'espace ou de ressources nécessaires à l'exécution d'un algorithme. J'ai mis deux exemples de recherche de valeurs dans une liste où le fameux voyageur de commerce qu'on a probablement tous affronté en TD à un moment donné, qui est comment on optimise sa tournée en passant dans chacun de ses points et en minimisant la distance.
Ces algos ont des complexités qui peuvent varier. Donc, le premier étant n log de n, donc relativement simple, et le second en factoriel, qui est déjà un peu plus compliqué. Et on imagine assez facilement des algorithmes en exponentiel sur lesquels on ne pourra de toute façon pas proposer un temps de résolution convenable dès lors que le problème commence à grossir en taille. Alors qu'est-ce que promet l'informatique quantique justement? C'est mêler à l'informatique traditionnelle, pouvoir adresser des classes de problèmes différentes, adresser des problèmes qui ne sont pas accessibles dans un temps contraint avec un ordinateur traditionnel. Et comment elle va s'y prendre? Eh bien, en modifiant l'unité de base de stockage de l'information. En informatique classique, vous savez tous, vu l'auditoire, je vais passer vite, mais globalement, on modifie des bits, qui sont les porteurs de l'information unitaire de base en informatique. On crée des circuits qui modifient ces bits. On fait des algorithmes avec ces circuits, on fait des opérations mathématiques et on fait des programmes. Un qubit, c'est un peu différent. Il va utiliser les principes de la mécanique quantique qu'on vient d'évoquer, la superposition, pour devenir un quantum bit. Et il va devenir ket qubit égale alpha fois ket 0 plus bêta fois ket 1. C'est-à-dire qu'à tout moment, il va devenir une composition linéaire des deux états, 0 et 1. Pour qualifier un bit, il faut qu'une seule information, c'est 0 ou 1. Pour qualifier un qubit, il faut maintenant deux informations, alpha et bêta, puisqu'il est dans les deux états à la fois. Et si on extrapose un peu ce principe-là et qu'on commence à intriquer les qubits entre eux, deux qubits Q1, Q2, l'état du système devient ket Q1, Q2 égale alpha fois ket 0, 0, plus bêta fois ket 0, 1, ainsi de suite. On va avoir besoin de 4 paramètres pour qualifier correctement un système à 2 qubits. Pour 3 qubits, ce sera 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Bref, il faudra 8 paramètres, 2 puissance 3. Et puis pour n qubits, il faudra 2 puissance n informations pour qualifier mon système contre n pour un système classique. Et c'est là que la magie opère, parce qu'en fait, un ordinateur quantique va être capable d'explorer les 2 puissance n états de façon simultanée. Il va être dans les 2 puissance n états en même temps. Alors c'est un abus de langage, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est la vraie différence entre l'informatique classique et l'informatique quantique. L'informatique quantique ne va pas avoir besoin de qualifier de façon séquentielle les 2 puissance n états et les comparer entre eux, il va les explorer de façon simultanée. Alors, on a évoqué l'unité de base du stockage de l'information. Qu'est-ce qu'un qubit? Eh bien, il n'y a pas vraiment de définition sur ce qu'est un qubit. Si d'ailleurs, parmi vous, il y a quelqu'un qui a une très très bonne idée, la guerre est ouverte, ce n'est pas du tout encore arrêté, il y a la place aujourd'hui pour créer le qubit de demain. Globalement, il faut simplement être compatible avec la mécanique quantique, donc être proche du microscopique, du nanoscopique. Il faut respecter 3 grands principes. La scalabilité, c'est-à-dire d'être capable de reproduire le qubit à grande échelle pour créer des processeurs quantiques capables de réaliser des programmes qui ont de la valeur. Il faut une stabilité et une cohérence quantique, c'est-à-dire qu'il faut permettre à l'état quantique d'être relativement stable dans ces objets qui sont très sensibles à la chaleur, à la lumière, à l'électromagnétisme. Donc il faut garantir une forme de cohérence pour que l'exécution du programme puisse se faire dans de bonnes conditions et qu'on puisse dialoguer avec ce qubit de façon rapide si on veut lui passer des instructions. Si vous avez une bonne idée qui respecte tout ça, eh bien vous pouvez vous lancer dans la course. Et le slide suivant est là pour l'illustrer. Je ne rentre pas dans le détail de chacune des technologies, mais je vous ai mis là les grandes familles de création de qubits, et je vous ai mis en dessous les industriels qui y travaillent, pour vous montrer que c'est très très dynamique, il y a une grande compétition à l'échelle internationale. Et un des premiers critères qui, je crois, est intéressant de souligner, c'est que la France n'est pas spectatrice de ce combat. Dedans, il y a là-dessus, il y a Pascal, Alice et Bob, il y a Kobli, voilà, il y a des grands acteurs français qui sont aujourd'hui fournisseurs de technologies quantiques, et c'est vraiment un marché qui est très très dynamique aujourd'hui et sur lequel l'État français mise beaucoup. Comment on peut représenter un qubit? Alors, les 2-3 slides qui arrivent, ça va picoter un petit peu, mais encore une fois, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, mais pour autant, voilà. Et on me dit dans l'oreillette que si vous avez des questions sur le stand Matmut, il y a Nicolas et Grégory qui sont prêts à répondre à vos questions. Comment on peut représenter un qubit? Finalement, c'est une composition linéaire de 2 états simultanés, et en plus de ça, il a un espace de phase sur lequel il peut tourner. Donc, finalement, les scientifiques l'ont représenté sous la forme d'une sphère, qu'on appelle la sphère de Bloch, et son état, Kepsi, qui est finalement l'état du qubit à l'instant T, peut être traduit par l'équation-là, que je ne vous détaille pas. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec un qubit? C'est qu'on va le promener sur la sphère. C'est-à-dire que quand on va donner des instructions
quand on va créer des circuits, quand on va créer des portes quantiques, on va le déplacer sur la sphère pour qu'au moment de la mesure, au moment de l'effondrement quantique, on influence sur la probabilité qu'il s'effondre sur le 0 ou sur le 1. Puisqu'au moment de la mesure, l'effondrement, la superposition prend fin, et donc on aura bien un 0 ou un 1, on aura une transposition dans l'informatique traditionnelle. Et donc, l'objectif des circuits quantiques, des portes quantiques, c'est de modifier la position du qubit sur la sphère. Je vous ai mis deux exemples qui correspondent, le premier à la porte note. La porte note, vous savez, c'est celle qui transforme le 0 en 1 dans le circuit traditionnel. Eh bien, comment on fait ça à l'échelle quantique? Une porte quantique, c'est finalement une matrice de dimension n, voilà, de 2 puissance n entrée, et on a fait les produits tensoriels, et globalement, voilà, on manipule mathématiquement le qubit pour le positionner sur la sphère de Bloch, à l'endroit qui nous intéresse. Voilà, donc ça c'est une porte classique simple, ceux qui s'intéressent, ils pourront vérifier si j'ai eu bon. Et puis je vous ai mis l'autre porte qui provoque la superposition quantique, c'est la porte H, qui projette quelque part le qubit sur son équateur, et finalement qui garantit qu'on a une chance sur deux d'avoir le 0 ou le 1. Donc voilà, ça c'est la représentation purement mathématique d'un qubit. Et je vous ai mis voilà, les différentes portes, si ça vous intéresse, qui nous permettent de faire des circuits quantiques comme on le fait des circuits logiques en informatique traditionnelle. Quelques mots sur les ordinateurs avant de rentrer précisément dans les cas d'usage. Aujourd'hui, on a deux grandes familles d'ordinateurs, des ordinateurs analogiques, donc, qui servent à faire des simulations, notamment sur les marchés financiers, où voilà, je vous montrerai un peu plus dans le détail, et puis les ordinateurs universels à porte quantique, qui s'apparentent à ce que vous connaissez de plus traditionnel sur les ordinateurs, mais qui sont encore en cours de recherche. Il y a encore beaucoup d'erreurs et il y a encore beaucoup de travail à faire pour fiabiliser ces ordinateurs et les rendre exploitables à l'échelle industrielle. Donc ça, c'est la section de droite, elle est plutôt pour dans 5 à 10 ans. La section de gauche est déjà disponible aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'on a travaillé, ce qu'on appelle les annuleurs quantiques. Et puis je vous ai mis à quoi ça ressemble, pour montrer que c'est une vraie réalité. Je vous ai mis deux ordinateurs quantiques américains basés sur la supraconductivité, sur le captage d'ions, et puis sur la photonique, c'est parce qu'on encode l'information sur les photons chez Candela et chez Pascal en France. On va faire un bref rappel de ce qu'est l'annealing quantique. Un rappel, je ne sais pas si c'est un rappel, mais en tout cas, on va discuter un petit peu de ce qu'est l'annealing quantique. L'annealing quantique, en France, le terme c'est recuit quantique, et ça vient de la métallurgie, en fait. C'est un mécanisme qu'on a bien connu. C'est quand on monte en très haute température un métal, il acquiert des caractéristiques physiques intrinsèques qui sont particulières, et puis ensuite on fait descendre la température tout doucement pour qu'il conserve à température ambiante ces caractéristiques. Et on a fait la même chose avec le quantique. On va provoquer une superposition quantique en appliquant un champ magnétique très très fort à des qubits qui sont finalement des électrons, donc ils vont prendre un spin particulier. Si vous vous souvenez avoir fait un peu la mécanique quantique, le spin est un nombre quantique particulier pour les électrons, donc ils vont prendre un spin particulier. On va fortement augmenter le champ magnétique, puis on va le diminuer progressivement en augmentant le champ longitudinal. Un champ magnétique, il a deux directions spatiales, et donc on va augmenter le second champ magnétique progressivement en encodant notre problème dans l'équation du champ magnétique, de sorte que ensuite l'ordinateur quantique, ces annuleurs quantiques ont une particularité bien spécifique, c'est que quand il s'exécute, à la fin de l'exécution, il s'arrête sur la configuration énergétique la plus basse. Et donc en fait, en encodant dans le champ magnétique notre problème, et en mesurant ensuite l'état quantique des qubits, on sait qu'il sera dans sa configuration énergétique la plus basse. Donc si on mappe notre problème à nous avec cette équation énergétique, je vous montrerai après comment on a fait à la Matmut, eh bien on peut instantanément avoir la réponse à un problème extrêmement complexe. Quelque part, ça revient à, si je vous demandais sur cette photo de me trouver quelle est l'altitude minimale, l'algorithme qui est relativement simple. En revanche, le délai d'exécution serait compliqué parce qu'il faudrait mesurer chaque point, les comparer entre eux, et ainsi de suite. Là, l'annuleur quantique, avec une seule exécution de quelques microsecondes, il trouve instantanément, puisqu'il a exploré toutes les altitudes en même temps, il sait instantanément me dire quelle est l'altitude minimale. Et c'est quelque part le parallèle qu'on peut faire avec les ordinateurs classiques. Les ordinateurs classiques, il faudrait faire une comparaison séquentielle, alors que là, on est sur une exécution instantanée.
À quoi ça sert ces ordinateurs? Ça sert à faire de l'optimisation combinatoire, on l'a vu, les voyageurs de commerce, tout ça. À refaire du clustering, c'est le cas d'exemple qu'on va explorer dans quelques minutes. Et puis, ça permet aussi d'optimiser les porte-conteneurs de gaz liquéfié, par exemple, qui voyagent dans le monde en fonction de la météo, des contextes géopolitiques. Eh bien, c'est extrêmement compliqué de trouver un itinéraire qui soit optimum économiquement parlant. Donc voilà, ce sont des vrais cas d'usage. BMW utilise ces ordinateurs pour l'aérodynamisme de ses véhicules et Mercedes recherche les molécules de ses prochaines batteries à l'aide de ces ordinateurs également. Donc il y a des vrais cas d'usage aujourd'hui dans l'industrie et je vais rentrer un peu plus dans le détail nous concernant à la Matmut. Parce qu'on a le droit de se poser la question de pourquoi une petite mutuelle française s'intéresse à ce cas d'usage. Eh bien, toutes les entreprises au monde mesurent leur performance à l'aide d'indicateurs. Dans le cadre des mutuelles d'assurance, c'est un indicateur clé particulier, ce qu'on appelle le ratio S sur C, qui est la sinistralité divisée par les cotisations. En gros, c'est l'argent qu'on sort pour rembourser les sinistres divisé par les cotisations qu'on rentre quand on demande à nos sociétaires de payer leur cotisation d'assurance. Et ce ratio, on comprend assez facilement qu'il doit être inférieur à 1, sinon économiquement la mutuelle elle tombe, et le modèle ne tient pas. Mais si on a positionné de façon trop agressive les tarifs, eh bien on est trop loin de 1, et donc on a de l'attrition sociétaire, puisque les gens s'en vont, les tarifs sont mal positionnés, donc ça ne fonctionne pas non plus. Donc c'est un ratio qui est extrêmement délicat à positionner, d'autant qu'on ne peut pas jouer sur le S, la sinistralité on ne peut rien y faire. En revanche, on peut positionner correctement la tarification. Et pour ce faire, c'est extrêmement complexe. Je vais prendre l'exemple du véhiculier. Aujourd'hui, on a 60 ans d'historique de véhicules à assurer qui ont tous des caractéristiques différentes et chaque année, on a des milliers de nouveaux véhicules qui rentrent au catalogue avec de plus en plus de critères à considérer pour positionner ces groupements tarifaires. Et donc, on ne peut pas faire du tarif au véhicule, on fait des regroupements de véhicules en disant, voilà, c'est des regroupements cohérents, ces véhicules-là vont bien ensemble, et on fait une classe de tarifs pour ces véhicules-là. Le problème, c'est que de plus en plus, l'algo il devient démentiel. On est obligé d'abandonner certaines caractéristiques et certaines données pour pouvoir le faire tourner dans des temps contraints. Et ça nous pose des problèmes d'explicabilité de tarifs. Et puis, on ne sait pas exactement le fixer et l'expliquer correctement, puisqu'on est obligé d'abandonner des critères. Et donc, on a pensé qu'il était opportun de revoir la méthode de clustering. C'est-à-dire comment on va regrouper ces données pour faire de l'intelligence artificielle derrière ou positionner correctement nos tarifs. Et donc on a une approche qui correspond à se dire, ok, je vais faire des petits regroupements parmi un nuage de points qui en contient des dizaines de millions, voire parfois plus. Sauf que le nombre de combinatoires possibles de créer des petits groupes de points parmi un groupe de plusieurs dizaines de millions, c'est quasiment, c'est infini. Et donc l'algorithme qui va les comparer entre eux a une complexité qui dépasse ce que l'on sait calculer sur un simple calculateur ou sur un mainframe aujourd'hui dans notre écosystème. Et donc, on revoit la méthode de clustering, c'est là où ça va recommencer un petit peu à piquer. On va faire une approche par médoïde. Alors, qu'est-ce qu'un médoïde? C'est l'équivalent quelque part d'un centre de gravité local, d'un petit, je dirais, d'un isobarycentre local, avec la seule contrainte supplémentaire que le médoïde doit faire partie du dataset, il doit faire partie de mon jeu de données. Il ne doit pas être tapé à côté, ce n'est pas une valeur arbitraire moyenne, il doit faire partie de mon jeu de données. Et qu'est-ce qu'on se dit? C'est qu'avec ce très gros nuage de points, on veut calculer des petits barycentres, des petits regroupements qui répondent à deux contraintes principales. La première, c'est que je dois minimiser la distance entre les points dans mon cluster, et la seconde, c'est que je dois optimiser la distance entre mes clusters. Okay, et donc, c'est pour faire ces deux contraintes-là, et pour avoir ces deux objectifs-là, je vais adopter un formalisme mathématique que je vous invite à consulter par ailleurs, qu'on appelle un QBO, Quadratic Constraint Binary Optimization, qui est un formalisme mathématique particulier qui permet de traduire mathématiquement les problèmes dans une équation du second degré. Et la particularité de cette équation, finalement, c'est que sa meilleure solution correspond à son minimum. Et normalement, ça commence à résonner avec ce que je vous ai dit sur les ordinateurs quantiques et annihileurs.
puisque eux s'arrêtent sur la configuration énergétique minimum. Et donc on a à la fois un formalisme mathématique qui permet d'obtenir la meilleure solution à un problème dès lors que c'est le minimum de la fonction qui est mesuré, et un ordinateur quantique qui s'arrête sur sa configuration énergétique minimale par défaut. Et donc si on mappe notre problème avec l'équation énergétique de l'ordinateur quantique, on trouvera la meilleure solution à notre problème sans avoir à passer en revue toutes les solutions possibles. C'est ce qu'on a fait là, je ne rentre pas dans le détail, mais on a associé le premier objectif qui était le clustering, la répartition, la dispersion au sein du cluster. La seconde contrainte qui est finalement comment j'optimise la distance entre les clusters. J'ajoute une troisième contrainte qui est je veux découper mon énorme nuage de points en K clusters et j'obtiens le formalisme de mon QUBO. Une fois que j'ai fait ça, je l'encode avec. C'est des frameworks qui sont proches du Python. Voilà, c'est très très proche du Python. On encode ça et on envoie ça à un ordinateur quantique qui va quelque part faire porter ce problème-là dans le champ magnétique qui s'adresse aux différents qubits. Et mon ordinateur quantique va s'arrêter sur la solution minimale. Et on a vu, le QUBO, la meilleure solution à mon problème, c'est la solution minimale. Et donc, instantanément, j'ai mon problème. J'ai la solution, la meilleure solution à mon problème. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris les années 2021-2022, on a pris tous nos clusters de données, on les a envoyés à l'ordinateur quantique, et on est en train de resimuler les années comptables 2021 et 2022 pour vérifier si on aurait eu de meilleurs résultats, si on avait positionné nos tarifs du véhiculier en utilisant cette technique de clustering contre la technique traditionnelle qui est sur du machine learning classique. Alors si ça fonctionne bien, les perspectives elles sont très très importantes. La suite, c'est comment on étend finalement l'utilisation de ce pricing, de ce mode de pricing particulier aux autres gammes de produits assurantiels. Et puis on est en droit de se dire, vous savez, dans une assurance, on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a des sociétaires que je veux garder et il y en a que je veux résilier parce que il y a beaucoup de sinistralité, parce que finalement ça devient compliqué d'un point de vue mathématique, économique, de le conserver dans nos rangs. Ça revient finalement à faire le tri parmi, alors pour nous c'est 5 millions de personnes, 5 millions de sociétaires, de faire le tri de ceux qu'on veut garder, de ceux qu'on ne veut plus assurer. Ça revient à faire une table de mariage à 5 millions de personnes. L'algorithme est très compliqué, et donc effectivement on se pose la question de savoir si le quantique ne pourrait pas nous aider en la matière. Je vous ai mis en bas à gauche un cas d'usage sur lequel on va travailler très probablement l'année prochaine, qui est la reconnaissance d'images satellites. Aujourd'hui, les assureurs travaillent avec ces images satellites. L'objectif, c'est sur ces images reconnaître les essences des arbres qui sont à proximité des murs porteurs de maisons pour déterminer à quelle profondeur vont les racines et déterminer si elles assèchent plus ou moins les sols et donc provoquent des fissures dans les maisons. Donc voilà, on va essayer de faire de la prévention en disant, voilà, attention, si vous voulez continuer à être assuré convenablement, il va falloir mettre fin à cet arbre à proximité de votre mur porteur. Et puis enfin, il y a un vrai sujet autour de la détection de la fraude. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui sont très, très empiriques, qui sont très complexes à mettre en œuvre, qui s'appuient sur des données qui sont de faible qualité. Notre objectif, c'est d'utiliser le quantique et les réseaux bayésiens, donc les réseaux de graphes sur lesquels vous avez probablement tous travaillé, pour déterminer si certaines feuilles de ces arbres correspondent à des cas de fraude avérés. Et donc, on va explorer toutes les branches des arbres de façon simultanée en utilisant cette superposition quantique. Pour pouvoir faire ça, on bénéficie d'un sponsoring étatique. Donc, on bénéficie du PAC quantique, qui est effectivement donné par l'État français pour toutes les industriels, toutes les entreprises qui souhaitent se lancer dans le calcul scientifique, dans le calcul quantique, à condition que ça génère des emplois, d'une part, et d'autres conditions, c'est qu'on divulgue les résultats pour tous, c'est-à-dire qu'on fasse avancer la recherche en France. Alors, je suis passé très très vite sur ces cas d'usage. Voilà, je voulais absolument laisser un espace d'échange à la fin de notre petite présentation. Et donc, je me permets de
de vous interpeller, de vous dire voilà, qu'est-ce que ça évoque chez vous en tant que développeur ou futur développeur, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle. Est-ce que c'est un domaine qui vous paraissait réaliste? Est-ce que c'est quelque chose qui faisait plus écho à de la science-fiction chez vous? Ou est-ce que vous aviez conscience que c'était un cas d'usage, enfin, il y avait déjà des cas d'usage industriels déployés? Donc voilà, je me tourne vers vous pour davantage d'interaction et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Ouais. Ce micro fonctionne, parfait. Il y a des questions? Ah, il y a Maxime, Frédéric. Je connais tout le monde. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, c'était très intéressant, on a appris plein de choses. La sécurité informatique, on entend dire que les ordinateurs quantiques pourraient aussi avoir un impact négatif sur la sécurité, par exemple les problématiques de chiffrement, déchiffrement, qui seraient finalement accélérées avec ces méthodes. Est-ce que c'est une réalité pour vous ou pas? Alors c'est une réalité tout court, pas seulement pour moi, pas immédiate. En fait, la sécurité de nos systèmes d'information et la sécurité de nos données s'appuient sur des algos qui en fait s'appuient sur un principe simple. Les ordinateurs classiques sont mauvais pour factoriser. On sait très bien multiplier, on sait bien multiplier des grands nombres entre eux, des grands nombres premiers pour obtenir des grandes clés de chiffrement. Par contre, partir de cette clé de chiffrement pour retrouver les nombres initiaux, on ne sait pas bien faire. C'est ça la sécurité. C'est finalement, elle n'est pas absolue, cette sécurité. On saurait, si on avait 3 milliards d'années devant nous, déchiffrer toutes les clés qui servent au RSA aujourd'hui. En revanche, ce qui nous protège, c'est le temps. Et là, la particularité des ordinateurs quantiques, c'est qu'eux sont très bons pour factoriser. Il y a un physicien américain du nom de Peter Shor en 1994 qui a établi un algorithme particulier où, avec des ordinateurs quantiques, il a refait des séries de Fourier, les transformations de Fourier, et il a déterminé comment on pouvait retrouver des cycles de factorisation. Et il a réussi, avec cet algorithme, à casser RSA de façon théorique, puisqu'il n'y avait pas d'ordinateur hardware quantique pour le faire. Il a réussi à casser RSA. Et donc, bien sûr, quand on commence à parler d'une réalité physique sur les ordinateurs quantiques, les algos de Peter Shor remontent sur le devant de la scène et on se dit, purée, toute la cryptographie moderne, toute la protection de nos données qui s'appuie sur ces mécanismes de factorisation, eh ben, elle va s'effondrer. Alors oui et non. Oui, parce que tôt ou tard, effectivement, les ordinateurs quantiques auront la stabilité et la puissance nécessaires pour le faire. Non, parce que ce n'est pas tout de suite quand même. Il faut aujourd'hui quelques millions de qubits pour pouvoir exécuter Peter Shor, l'algorithme Peter Shor, et aujourd'hui on est à quelques milliers de qubits. Le sujet, c'est la recherche, les investissements sont colossaux et sont étatiques, et il y a une vraie compétition aujourd'hui sino-américaine, mais également en tenant compte de l'Europe, et on ne sait pas s'il n'y a pas un nouvel algo, une nouvelle recherche fondamentale mathématique qui va permettre de casser cette factorisation plus vite. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est très difficile de faire grossir en taille un QPU, un processeur quantique. En revanche, ils commencent à les coupler entre eux. Ils commencent à faire non pas de la scalabilité verticale, mais horizontale. Et donc, il faut quand même surveiller la recherche. Et juste pour votre information, je pense que vous le savez, les datasets qui sont piratés dans les entreprises, piratés chiffrés, que les pirates ne savent pas exploiter parce qu'on ne sait pas encore casser RSA, sont vendus sur le darknet, et particulièrement aux Chinois qui achètent tous les datasets, en attendant que le quantique soit prêt pour pouvoir les déchiffrer. Alors, c'est sûr que nous concernant les données de la Matmut, par exemple, c'est pas très grave, mais si on est Dassault, on peut se poser des questions, quoi. Voilà. Question suivante. Bonjour, merci aussi pour la conf, surtout pour la partie théorique qui était assez accessible. Alors, je ne sais pas pour tout le monde, mais en tout cas, ça permet de comprendre certaines choses. Moi, il y a un point toujours une question qui, du coup, je me permets de vous la poser. La représentation par la sphère de Bloch, du coup, je ne connaissais pas le terme, donc merci. Pourquoi, en théorie, donc on a cette sphère, pourquoi on revient après sur des 0 et sur des 1, alors qu'a priori, sur cette sphère, on peut avoir beaucoup plus de valeurs que des 0, des 1. Est-ce que c'est pour des questions pratiques après, derrière, sur l'utilisation
des ordinateurs quantiques? En fait, on joue sur la multiplicité des états pour explorer tous les problèmes à la fois. Mais in fine, ce qui nous intéresse, c'est bien une solution à un problème. Et cette solution, on va la mesurer. Quand on mesure un système quantique, la superposition s'effondre. La sphère n'a plus de réalité physique. Quand on mesure le système quantique, le qubit va choisir 0 ou 1. Il va s'effondrer. Il n'y a plus de superposition. La sphère n'a plus de réalité physique. Donc en fait, c'est vraiment intrinsèque à la mécanique quantique. Tant qu'on ne l'a pas mesuré et que la superposition a cours, la sphère est une bonne représentation. Et les systèmes quantiques entre eux, après, quand il y a plusieurs qubits, ça devient très très vite complexe en termes de représentation. Mais le principe, c'est bien ça. On a un système de qubits, on encode notre problème, tous les états, toutes les phases du problème sont explorées en même temps. On mesure, on le manipule avec des portes quantiques. À un moment donné, on se dit, OK, on a fait notre algo, on a fait notre circuit. Je mesure pour avoir ma solution. Et au moment où on mesure, tous les qubits vont s'effondrer et on aura une solution binaire interprétable par l'informatique classique. Le sujet, c'est que comme c'est probabiliste, ça se trouve, je tape complètement, j'ai faux. Et donc, la plupart du temps, on fait des batchs où on exécute 1000, 2000, 3000 fois et on regarde statistiquement quels sont les résultats. Mais la sphère n'a plus de réalité physique une fois qu'on mesure. Ok, ça répond à ma question, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. À mon avis, on va être trop court. Je pense qu'on peut encore l'applaudir. Merci. Tout le monde bien attentif. Merci. Merci à tous.